Salut l'équipe, c'est le Valiste. La semaine dernière, vous avez eu le choix entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Cette fois-ci, les débats ont été vraiment serrés, mais finalement, les Wallabies l'ont emporté. Avant de commencer cette analyse, je vous demande de rester jusqu'à la fin pour répondre au prochain sondage et pour connaître mes pronostics par rapport à cette équipe en Coupe du Monde, mais également pour connaître son 15 type. Je vous invite également à rejoindre mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. L'histoire du rugby australien est fortement influencée par l'histoire de l'Australie elle-même. Cette gigantesque île commence à être colonisée par les Anglais à la fin du XVIIIe siècle. La couronne britannique profite de ce territoire pour en quelque sorte se purger de tous ces individus indésirables. Ainsi, ils sont envoyés nombre de pénitentiaires, de criminels ou encore de prostituées. Vous vous en doutez, l'Australie a donc assez mauvaise presse aux yeux des Britanniques. La bourgeoisie australienne du 19e siècle tente cependant d'échapper à cette image peu valorisante. C'est ainsi que le rugby est vu comme un moyen de distinction et d'affirmation pour une partie des notables australiens. Et dès les années 1860, le rugby à 15 commence à prendre racine. Ce sport dut cependant se heurter à l'émergence d'une autre discipline, l'Australian Rules, inspiré du football gaélique et importé par les Irlandais. Le rugby à 15 en Australie est essentiellement le sport des élites, et il se développe au sein des public schools, ces écoles rassemblant la jeunesse des classes supérieures. Les matchs de rugby à 15 sont alors l'occasion pour les notables de se montrer et de resserrer leurs liens. Il est également intéressant de constater que contrairement à la Nouvelle-Zélande où les Maoris ont été intégrés à ce sport, cela n'a pas été le cas pour les populations autochtones en Australie. Largement mis à l'écart de la société, les aborigènes aujourd'hui ne comptent qu'un seul représentant en équipe nationale. Il s'agit de Kurt Lebill. Malgré cela, le rugby à 15 attire tout de même les ouvriers, les dockers, les marins et en général les classes populaires. La première équipe nationale voit le jour en 1899, mais il faudra attendre 1908 pour voir une première tournée dans les îles britanniques. Là-bas, à cause de leur réputation de descendants de criminels et de renégats, les Australiens subissent le mépris de la part de leurs adversaires, du public et même de la presse. Ils vont cependant faire preuve de caractère et vont refuser le surnom de lapin que les journalistes voulaient leur donner. Ce surnom est assez fourbe puisqu'il s'agit d'une insulte déguisée en fait, puisque les lapins sont une espèce invasive et indésirable qui pullule en Australie et qui a été importé d'Angleterre. La comparaison avec les Australiens, descendants de rebuts de la société, est donc toute trouvée et assez grossière. Face à cet affront, les joueurs australiens décideront de prendre eux-mêmes leur surnom, les Wallabies, une espèce originaire d'Australie. Le rugby à 15 va nettement reculer lors de la Première Guerre mondiale, puisque les matchs des adultes seront interdits durant le conflit, au motif qu'il ne serait pas patriotique de jouer alors que de nombreux joueurs sont engagés sur le front. Cette mesure va largement favoriser le rugby à 13, plus populaire, moins élitiste et largement plébiscité par les milieux catholiques et travaillistes, devenant le sport majoritaire au détriment du rugby à 15. Les 15istes australiens, aux portes de l'agonie, bénéficient cependant du soutien des fédérations sud-africaines et néo-zélandaises. Le rugby australien va vivoter au début de la seconde moitié du XXe siècle, se nourrissant de quelques coups d'éclat contre la Nouvelle-Zélande en 1949 ou contre la France dans les années 60. Mais le véritable tournant a lieu dans les années 80. Le rugby australien y tente une approche plus pro avec une préparation physique et tactique bien plus poussée. Le jeu des Wallabies gagne en fluidité et s'articule surtout autour du demi d'ouverture Mark Ella, qui accélère le jeu et s'attache à envoyer le ballon sur les extérieurs. Le but est de faire vivre le ballon à tout prix, une philosophie de jeu qui inspirera grandement le stade toulousain. Les Australiens remportent ainsi de nombreuses victoires jusqu'à la Coupe du Monde de 1991. Les Wallabies y soulèvent leur première Coupe du Monde en battant les Anglais en finale dans leur jardin de Twickenham sur le score de 12-6. C'est là tout un symbole pour les Australiens quand on se rappelle tout le mépris dont ils ont été victimes de la part des Britanniques. Les Wallabies vont maintenir leur hégémonie en remportant une autre Coupe du Monde 8 ans plus tard, celle de 99. Emmenés par le grand Stephen Larkham, ils y battent les Français en finale sur le score de 35-12. Ils parviennent également en finale de Coupe du Monde en 2003, mais ils seront défaits par les Anglais qui tiendront là leur revanche. Notons également que le rugby à 15 australien bénéficie de l'instauration en 1996 d'une nouvelle compétition, anciennement Tri-Nation, actuellement Rugby Championship. Cette compétition rassemblait la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie avant qu'on y incorpore l'Argentine en 2012. Les Wallabies vont connaître une passe assez difficile jusque dans les années 2010. Lors de la Coupe du Monde 2011, ils réalisent un plutôt bon parcours, mais ils seront arrêtés en demi-finale par les Blacks. Mais leur fait d'armes le plus récent a eu lieu lors de la Coupe du Monde 2015. Ils parviennent ainsi à se sortir de la poule de la mort en gagnant tous leurs matchs contre le Pays de Galles, les Fidji, l'Uruguay, mais surtout en éliminant l'Angleterre, qui du coup ne passe pas en quart. Ils s'inclinent cependant en finale face aux All Blacks. Depuis, les Wallabies sont en balance et peinent à retrouver leur plus haut niveau. Le rugby à 15 perd de plus en plus de ferveur en Australie, concurrencé par l'Australian Rules et par le rugby à 13. En rugby championship, l'Australie se fait peu à peu rattraper par les Argentins et peine de plus en plus à exister, malgré quelques victoires notables, comme celle contre la Nouvelle-Zélande en 2018. Cependant, il faut garder à l'esprit que l'Australie reste une grande nation de ce sport, et que même lorsqu'elle paraît en difficulté, elle montre toujours un très beau visage en Coupe du Monde. Honnêtement, c'est l'une des équipes que j'ai le plus de mal à cerner. Cette année, l'Australie se trouve dans la poule C, qui est la même qu'en 2015, mais juste la Géorgie a remplacé l'Angleterre. Elle est donc avec le Pays de Galles, les Fidji, l'Uruguay et la Géorgie. Une poule pas facile, même s'il n'y a pas vraiment de poule facile. Je pense cependant que les Wallabies finiront deuxième de leur poule, puisqu'à mon sens, le Pays de Galles risque fortement d'être premier. Et puis surtout, l'Uruguay et la Géorgie sont encore trop faibles, et je pense que l'équipe fidjienne n'est pas encore assez mature pour espérer se qualifier, même s'il faudra les surveiller de très près. Si cela se passe comme je le prédis,
dit, ils iront en quart face au premier de la poule C. Et je pense que le premier de la poule C sera l'Angleterre. Et là, ça risque d'être un peu compliqué pour l'Australie, en vue de la dynamique et de la forme du moment. Mais en tout cas, ce sera sûrement un gros match. Bon, on va passer au 15 type. Alors je précise déjà que l'impulsif sélectionneur australien Michael Cheika n'a pas encore publié de liste pour désigner les joueurs qui partiront au Japon avec lui. Donc j'ai dû faire selon ce qui me semblait le plus logique. En première ligne, Scott Sio, Polo Tanao et Sekope Kepu. En deuxième ligne, sûrement un attelage Adam Coleman et Rob Simons. En troisième ligne, il y aura à coup sûr les ferrailleurs Michael Hooper et David Pocock au flanc de la mêlée, avec soit Timu, soit Samu en numéro 8. Mais Pocock peut aussi être passé en numéro 8, donc à voir comment ils vont s'arranger. À la charnière, les indéboulonnables Will Genia et Bernard Follet. Au centre, il y a pas mal de choix, donc je tente Samu Kerevi et Rhys Hodge. Et enfin, le triangle arrière, je pense Marika Koroibiti et Dane Aylett-Petty. Avec en 15 Kurt Bill, puisqu'on rappelle qu'Israël Folau a été exclu de la sélection nationale suite à des propos homophobes. Voilà ce qui me semblerait logique pour cette équipe. Venez en débattre en commentaire et donnez votre avis. Pensez-vous que l'Australie puisse dépasser l'écart? En vrai, j'aimerais bien, puisque le jeu pratiqué par cette équipe est assez plaisant à regarder. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et surtout partagez-la. Pour la prochaine analyse, un choc interceltique. Vous avez le choix entre le Pays de Galles et l'Irlande, deux solides prétendants au titre. Bref, faites vos jeux, hydratez-vous et buvez de la bière, et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.